Bon. Bonjour à tous, bienvenue dans cette première réunion d'actionnaires de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement en 2020. C'est vrai que nous avons tous été affectés par la crise du ou de la Covid-19, comme il faut dire maintenant, et qui nous a obligés à reporter tout notre programme au deuxième semestre de cette année. Mais, et je les remercie très vivement, Henri Marcoux, délégué général adjoint de Tikeo Capital, et Louis Gonnet, directeur de relations investisseurs de ce groupe, ont souhaité quand même parler aux actionnaires individuels, à leurs actionnaires, mais aussi à vous tous, adhérents et membres de la F2IC, pour faire un point important au moment où nous sommes en train de sortir de cette crise, enfin en tout cas nous l'espérons très fort. Et alors, je suis particulièrement heureux que Tikeo Capital ait décidé de s'adresser à nous et à vous, parce que finalement ils sont à un point central d'observation et d'action de l'activité, puisqu'ils sont à la fois société d'investissement et société de gestion. Ils sont donc directement impliqués dans les marchés et dans le financement des entreprises. Et d'ailleurs, de façon, enfin, pour moi, assez surprenante, parce que quand même l'activité économique s'est considérablement ralentie, même si elle est en train de repartir, mais elle s'est quand même considérablement ralentie à la fin du premier trimestre et au début du second. Eh bien, le parcours boursier de Tikeo Capital est plutôt positif, puisque je vois qu'à ce matin, on est à plus 5 et quelques pourcents depuis le début de l'année, quand le marché parisien dans son ensemble est à moins 20. Donc, c'est plutôt une performance. Et là, je dis hors dividende, parce qu'il y a un coupon quand même qui est de 2%, donc on est à plus 7,5%. Plus 7,5 depuis le début de l'année, ce qui est tout à fait notable. Donc, merci messieurs pour votre présence. Je ne vais pas faire un point sur les marchés parce que franchement, c'est un peu compliqué de le faire aujourd'hui. Et puis vous êtes, vous, de meilleurs observateurs et praticiens que moi sur le sujet. Donc, je vous laisse la parole. Alors, qui commence, Écoutez, je vais commencer, je vais prendre la parole. Merci pour cette introduction. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Merci pour votre écoute et merci pour votre intérêt sur Tikeo Capital, dont vous êtes possiblement actionnaire ou en tout cas auquel vous vous intéressez aujourd'hui. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est avant tout peut-être de vous expliquer, de vous exposer en quoi consiste Tikeo Capital, comme vous venez de l'énoncer, qui est une société de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement. Tikeo Capital est une société qui a été créée en 2004 par deux entrepreneurs français, donc il y a une existence d'un peu plus de 15 ans, et avant tout une aventure entrepreneuriale. D'accord, donc vraiment deux entrepreneurs qui ont créé cette entreprise, lancée il y a 15 ans, avec une introduction en bourse qui s'est faite il y a 3 ans, en mars 2017, et aujourd'hui dont les principaux indicateurs financiers sont notamment nos actifs sous gestion. Il s'élève à un peu plus de 25 milliards à fin mars 2020, et à côté de ces actifs sous gestion, 3 milliards de fonds propres. Donc les fonds propres qui démontrent la solidité, on y reviendra un peu plus tard, la solidité de notre bilan et le soutien de nos actionnaires, qui est important dans le secteur de la gestion d'actifs. Alors Tikeo Capital aujourd'hui, de quoi s'agit-il? Il s'agit donc d'une société de gestion d'actifs et d'investissement, un peu plus de 530 collaborateurs, avec une forte diversité au sein de nos collaborateurs, parce que nous avons plus de 26 nationalités, plus de 44% de femmes également, ce qui est assez atypique dans cette industrie. Et donc nous opérons, Tikeo Capital, au niveau mondial, avec un peu plus de 12 bureaux, où nous sommes présents sur un certain nombre de géographies. Concrètement, en quoi consiste notre métier? Notre métier consiste à collecter de l'épargne
qui est gérée au niveau mondial par un certain nombre de grands donneurs d'ordre. Et cette épargne, une fois que nous l'avons collectée, nous l'investissons, nous y reviendrons dans un instant, nous l'investissons sur un certain nombre principalement quatre classes d'actifs sur lesquels nous investissons cette épargne qui nous a été, que nous avons collectée afin de générer de la performance pour nos clients. Peut-être un certain nombre d'éléments qu'on peut vous présenter maintenant, c'est quelles sont les tendances du marché sur lesquelles nous opérons. Donc ça, je suis page 5 de la présentation. C'est important de comprendre ce marché qui est le marché de la gestion d'actifs au niveau mondial, parce que vous pouvez voir qu'entre 2003 et 2018, c'est un marché qui a plus que doublé de taille. Donc concrètement, au niveau mondial, le montant des encours sous gestion, c'est-à-dire l'épargne qu'il y a à gérer à niveau mondial, a plus que doublé de taille. Il y a de plus en plus d'épargne, et ça a un certain nombre de raisons qui sont des raisons structurelles, de vieillissement de la population, d'épargne dans certaines régions du monde. Et donc ça veut dire que cet argent à gérer, il est de plus en plus important. Et le deuxième élément important, c'est la petite partie bleue qui est sur cette présentation. C'est ce qu'on appelle en fait les encours qui sont sur les marchés dits privés. Voilà. Et ça, c'est exactement le marché sur lequel nous sommes présents, c'est les marchés privés, les marchés alternatifs, qui ont connu une croissance, ces actifs alternatifs ont connu une croissance très importante. Vous voyez qu'en 2003, ça représentait 9% de la part de marché de ces actifs. En 2018, plus de 16%. Donc clairement, de plus en plus d'actifs sont alloués sur ces classes d'actifs par des assureurs, des gérants au niveau mondial. Et sur la partie droite à l'écran, vous pouvez voir que les revenus qui sont captés par ce marché sont eux également en très forte croissance, qui représentent plus de 45%, plus 45% des actifs. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir avant tout sur notre positionnement? C'est qu'on est dans un marché mondial donc de la gestion d'actifs qui est en forte croissance et l'importance des actifs alternatifs qui croît de manière importante et qui nous génère plus de revenus. Donc nous-mêmes, à travers notre plateforme, nous collectons cette épargne au niveau mondial pour des grands donneurs d'ordre et ensuite nous investissons cette épargne sur les différentes classes d'actifs que sont le capital investissement, que sont la dette, que sont l'immobilier et que sont nos stratégies dites de capital market stratégie. Donc nous finançons l'économie à travers un pont entre cette épargne que nous collectons et ensuite cette économie que nous finançons. Et à travers ça, c'est de cette manière qu'avec des actifs sous gestion qui sont eux de plus importants, de plus en plus croissants, nous générons des revenus associés à cette croissance de ces actifs sous gestion. Un élément, page 6, qui est important, c'est de comprendre justement ces marchés privés sur lesquels les grands donneurs d'ordre au niveau mondial se positionnent. Donc c'est avant tout dans un objectif de diversification de portefeuille, mais également, si on s'intéresse plus précisément, ce que vous pouvez voir à l'écran, aux performances qui sont générées à long terme par ces marchés dits privés, donc de capital investissement ou encore private equity en anglais, ou d'immobilier. Donc ces marchés-là ont sur le long terme, comme vous pouvez le voir à l'écran, des performances qui sont supérieures à celles des marchés cotés, d'où cet attrait d'un certain nombre d'acteurs, des grands acteurs de la gestion de l'épargne au niveau mondial pour allouer plus de ressources, plus de moyens vers cette classe d'actifs qui génère donc des rendements supérieurs aux classes d'actifs plus traditionnelles. On le voyait bien d'ailleurs sur la slide précédente avec la répartition des revenus. Exactement. Voilà, alors aujourd'hui, je suis page 7, donc lorsque aujourd'hui nous gérons, notre internationalisation est vraiment un des éléments clés également de notre croissance. Nous sommes un certain nombre d'implantations géographiques sur lesquelles Tikehau aujourd'hui est présent. Depuis 2019, nous avons notamment ouvert la Corée, nous avons ouvert le Japon, le Luxembourg, nous avons ouvert Amsterdam. Et donc cette présence mondiale à travers ces bureaux est un élément clé de notre organisation à plusieurs égards. Le premier, c'est que cette présence mondiale, elle nous permet d'être proche de nos clients. Nos clients, encore une fois, je l'évoquais il y a un instant, ce sont des grands assureurs, ce sont des grands fonds de pension qui ont de l'argent qu'ils ont collecté, qu'ils doivent gérer, qu'ils doivent investir. Donc nous, d'avoir ces bureaux, cette présence locale,
Nous avons Luca Buccelli qui dirige le bureau de Milan, nous avons Carmen Alonso qui dirige le bureau espagnol. Cette présence locale, elle est importante puisqu'elle nous permet d'être proche de nos clients, de comprendre quels sont leurs besoins, de comprendre quels sont les enjeux locaux de ces grands donneurs d'ordre, et donc d'être à même de leur proposer des solutions d'investissement, de leur proposer les fonds, les produits que nous allons développer et dans lesquels, eux, vont par contre corrélativement investir. Le deuxième rationnel de cette présence mondiale, c'est l'investissement. Dès lors que nous avons collecté des fonds qui nous ont été confiés par ces donneurs d'ordre, il faut, et c'est ce que nous faisons depuis 15 ans avec succès, nous générons de la performance, nous gérons des fonds, nous créons des fonds dans lesquels nos clients investissent et ensuite nous rendons cet argent à nos investisseurs avec un retour important, avec une performance importante. Et afin de générer cette performance, nous avons cette présence locale. Pourquoi? Parce qu'il est un pouvoir important de saisir des opportunités d'investissement sur les différentes classes métiers sur lesquelles nous sommes présents. Le capital investissement, qui consiste à prendre des prises de participation minoritaires dans des entreprises. L'immobilier, qui consiste à racheter des actifs immobiliers, donc des actifs réels, ou encore les métiers de dette privée chez nous, qui consistent à prêter à des entreprises, à financer des entreprises. Et bien, ces métiers-là, ces investissements, nous les faisons grâce à notre plateforme géographique, grâce à notre présence locale, afin de saisir ces opportunités d'investissement qui nécessitent une vraie connaissance du marché local. On a fait 2 investissements en capital investissement l'an dernier, par exemple en Italie. Plus récemment, un de nos fonds dans la transition énergétique a financé une structure de biomasse en Espagne. Et donc, c'est grâce à cette présence locale, à ces équipes, dans nos différents bureaux, nous avons des professionnels de l'investissement sur chacune de nos géographies, que nous sommes à même vraiment de saisir ces opportunités d'investissement et de générer de la valeur, de générer du retour, des gains pour nos clients. Je vais peut-être passer à la slide numéro 8 du coup, parce que concrètement, ce que vient de décrire Henri, cette plateforme internationale, cette capacité à lever des actifs, comment ça se traduit dans les chiffres et quelle trajectoire de croissance ça donne. Sur ce graphique, vous voyez la croissance des encours gérés par Tikehau Capital depuis sa création en 2004 avec 4 millions d'euros à la fin d'année 2019 où on gérait 25,8 milliards d'euros. Cette croissance, elle est le résultat de 2 grandes tendances. D'abord, une croissance organique forte, c'est-à-dire la capacité avec nos équipes d'aller collecter des encours auprès des clients. Et également de la croissance externe avec quelques acquisitions ciblées sur des métiers bien identifiés, notamment dans l'immobilier, dans la dette privée ou dans le private equity, qui nous ont permis d'atteindre cette forte trajectoire de croissance. Et donc, notre objectif est de gérer à fin 2022 plus de 35 milliards d'euros, à comparer à un peu moins de 26 milliards à la fin de l'année 2019. Et ce 35 milliards d'objectifs devrait être atteint de manière organique, c'est-à-dire hors potentielles acquisitions. Et d'ailleurs, on en a une qui est aujourd'hui en train d'être réalisée aux États-Unis. Donc on a encore la capacité à faire croître de manière organique notre activité et on sera aussi opportuniste pour continuer à saisir des opportunités de croissance externe. Donc parmi les acquisitions que nous avons faites, notamment une a été très structurante pour le groupe, il s'agit de Sofidy, qui a été acquise en 2018, qui est un des leaders français du marché des SCPI et que probablement beaucoup d'entre vous, en tant qu'investisseurs particuliers, connaissent, voire même sont peut-être clients de Sofidy. C'est important parce que pour un gestionnaire d'actifs, avoir des actifs sous gestion croissants, ça démontre plusieurs éléments. Ça démontre vraiment la confiance de ses clients. Voilà. Et de par ça, notamment notre internationalisation. Aujourd'hui, nous avons les 10 plus grosses compagnies d'assurance coréennes qui nous ont confié des fonds. Nous avons des grosses compagnies d'assurance israéliennes, nous avons des fonds du Middle East, nous avons des Américains, nous avons des Canadiens qui nous ont confié ces actifs sous gestion. Donc ces actifs sous gestion en croissance, c'est important parce que ça démontre la confiance de nos clients. Ça démontre également que nous sommes capables de générer de la performance, puisque depuis 15 ans, sur l'ensemble des métiers où nous opérons, nous avons eu ce qu'on appelle un track record, c'est-à-dire des performances de nos fonds qui sont extrêmement bonnes, et ce qui nous permet aujourd'hui de connaître une croissance plus importante de nos actifs sous gestion. Et le corollaire de cette croissance de nos actifs sous gestion, c'est notre capacité à générer du revenu. On y reviendra tout à l'heure. Mais donc, notre chiffre d'affaires, nos revenus, ce sont des commissions de gestion qui c'est un pourcentage assis sur les actifs sous gestion que nous gérons. Si je passe à la slide suivante, parce qu'on parle de collecte, on parle d'investissement, mais tout ça, ce sont des métiers d'hommes et de femmes. Le principal actif de la société Tikehau Capital, ce sont ses équipes.
Et on a souhaité faire un petit rappel de ce que Tikehau Capital est en termes de personnes. D'abord, c'est 15 ans de parcours entrepreneurial, donc la culture d'entreprise de Tikehau Capital est très forte. C'est un état d'esprit de pionnier depuis sa création sur les métiers des marchés privés en Europe. On a la société a développé une culture d'innovation, essayé de créer des solutions plutôt que de répliquer ce qui se fait déjà sur le marché. Et l'ensemble des salariés est actionnaire de la société cotée. Donc on crée cet état d'esprit, cette culture entrepreneuriale depuis l'origine et elle se déploie au fil de la croissance. Et c'est un challenge de garder cette culture à mesure que la société grandit. Et ces équipes, Henri en a touché un mot, j'y reviendrai pas forcément en détail, mais elles sont très diverses, elles sont très internationales, plus de 25 nationalités, elles sont mixtes et elles continuent à croître. Et donc l'ensemble des salariés aujourd'hui est engagé pour la réalisation des objectifs que nous avons fixés. Et j'insisterai peut-être sur l'alignement d'intérêts qui est très fort dès lors que les salariés sont actionnaires de la société et dès lors que la société est elle, un grand investisseur important auprès de ses clients dans chacun des fonds que nous gérons. Et donc cette notion d'alignement d'intérêts, on va y revenir, est constitutive de notre ADN d'entreprise. Un autre élément constitutif sur la slide numéro 10 de notre ADN, c'est l'approche ESG. Nous gérons des fonds qui ont une durée de vie d'une dizaine d'années en moyenne, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, donc ce sont des performances à long terme que l'on souhaite générer, des performances durables. Il est essentiel que la performance extra-financière rejoigne la performance financière dès lors que l'on souhaite générer de la performance sur une durée de temps long. Et donc on a mis en place une politique ESG volontariste depuis la création de la société avec 4 grands thèmes, si je puis dire. D'abord des exclusions. Donc on s'interdit certains secteurs dans l'investissement ou certaines géographies. Deuxièmement, l'intégration, c'est-à-dire le fait que lorsque nos équipes d'investissement analysent un projet, les critères ESG ont la même importance que les critères financiers. Ils sont mis au même niveau et l'ensemble des gérants de portefeuille se saisissent de ces critères et sont en charge d'analyser la performance. L'engagement, il s'agit, une fois qu'on a investi dans une entreprise, de l'aider à mieux piloter sa propre performance ESG, de mieux d'ailleurs nous en informer nous. Et enfin, on a développé depuis maintenant 2 ans une thématique forte dans l'investissement, c'est le 4e pilier, qui consiste à lancer des initiatives pour investir dans l'économie bas carbone, la transition énergétique. À ce titre, nous avons lancé en 2018 le premier fonds de private equity, donc de capital investissement dédié à la transition énergétique, qui s'appelle T2. On a lancé en partenariat avec Total. Et on a annoncé en 2020 le lancement d'un fonds de dette privée dédié à des sociétés également engagées dans la transition énergétique. Donc c'est important pour nous puisque on est investisseur, on choisit ces thématiques qui sont de notre point de vue très porteuses et qui contribuent à aider les entreprises qui s'investissent dans cette thématique forte qui est la transition énergétique. Et cette performance extra-financière, elle est reconnue de plus en plus. Donc nous obéissons aux principes des Nations Unies d'investissement responsable. Nous avons 10 fonds labellisés ESG à date et la société est notée par 2 grands organismes, Gaïa d'un côté et Sustainalytics de l'autre. Donc cette performance extra-financière est de plus en plus reconnue. Je vais également évoquer avec vous le sujet de l'alignement d'intérêts que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure. Tikehau Capital a la spécificité d'être une société de gestion avec un bilan solide. Nous avons plus de 3 milliards de fonds propres et c'est un de nos facteurs différenciants car il permet d'aligner les intérêts. Le management de la société Tikehau Capital est le premier actionnaire du groupe. Donc si vous êtes actionnaire de la société cotée, vous êtes aligné avec le management. Nos intérêts sont communs. Et cette société, donc avec ses fonds propres, elle investit dans chacun de ses fonds aux côtés de ses clients. Et donc la société est alignée avec les intérêts de ses clients. Si les fonds performent, tout le monde en bénéficie. Et s'il y a des risques, et bien les risques sont également suivis par la société. Et donc on est totalement aligné, ce qui est un facteur important quand vous allez parler à des clients, que vous voulez les convaincre de vous confier une partie de leur épargne, ils savent que vos intérêts sont alignés. Et donc dans le domaine de la gestion d'actifs en Europe, cet alignement d'intérêts à 3 niveaux, management, actionnaire et client, est assez unique. Et c'est vraiment pour nous un sujet très important. Et concrètement aujourd'hui, pour terminer sur cette première partie, qui sont les actionnaires de Tikehau Capital? Ils sont
constitué d'actionnaires institutionnels qui nous suivent depuis longtemps, qui sont engagés sur le long terme. Vous reconnaîtrez peut-être certains noms, je ne vais pas tous les citer. Donc vous avez la MACSF, donc la Mutuelle des professions de santé, Crédit Mutuel Arkea, le Fonds stratégique de participation, que vous connaissez peut-être, qui rassemble les 7 plus grands assureurs de la place de Paris et qui investit dans les sociétés cotées françaises. Temasek, le fonds d'investissement souverain de Singapour, et notamment après la FFP, peut-être la famille Peugeot, au travers de sa holding familiale, qui est également actionnaire de Tikehau, avant même que la société ait été cotée en bourse. Donc ce sont des actionnaires stables, de long terme, engagés à nos côtés, et le flottant, qui vous intéresse au premier chef, représente environ 19%. On va peut-être parler de vos domaines de compétences, d'expertise, d'intervention. Tout à fait, merci. Donc je suis page 14. Donc je l'évoquais tout à l'heure, nous avons notre présence internationale, nos clients sur lesquels qui nous confient de l'argent, qui nous confient l'épargne. Et ensuite, notre métier consiste donc à investir cette épargne et à générer du rendement pour l'ensemble de nos clients. Et par ce faire, justement, vraiment d'être un pont et d'être à même de financer l'économie réelle au quotidien. Donc, ces actifs sous gestion, nous les gérons principalement au sein de 4 lignes métiers. J'évoquais tout à l'heure la première, donc c'est la dette privée, où nous avons été assez pionniers, puisque cette ligne métier date de 2007-2008, et nous finançons des entreprises. Nous avons des équipes qui sont présentes sur le terrain, qui sont donc à même de structurer, d'organiser, d'analyser un certain nombre de structures, et de fournir à ces entreprises des moyens financiers à travers des instruments de dette, pour être à même de financer notamment leur croissance et de générer une nouvelle étape dans l'organisation de ces entreprises. Donc là, aujourd'hui, la dette privée constitue 33% de nos actifs sous gestion. La deuxième ligne métier, c'est l'immobilier, où là, à travers l'ensemble de nos filiales, dont Sofidy que Louis évoquait à l'instant, nous nous positionnons sur des actifs immobiliers, sur des actifs réels, avec des équipes importantes qui vont donc analyser le positionnement de ces actifs, les rendements associés à ces actifs, quelles sont la nature de nos locataires, et donc où nous allons acheter à travers les fonds que nous gérons un certain nombre d'actifs immobiliers. Je rappelle par exemple en termes de SCPI, nous gérons une des plus grosses SCPI françaises, Immorente, qui est un peu plus de 3 milliards d'euros, qui a un taux de rendement depuis 1987, date de sa création, qui est supérieur à 9%. Donc là aussi, c'est ce type de performance qui nous permet aujourd'hui d'asseoir notre croissance future. Donc ces actifs immobiliers aujourd'hui, ils représentent un peu plus de 37% de l'ensemble des 25 milliards d'encours que nous gérons à fin mars. Le troisième ligne métier sur lequel nous investissons, c'est le capital investissement, qui représente 16% de nos actifs sous gestion. Donc le capital investissement, où nous investissons dans des entreprises, nous prenons des participations de manière, la plupart du temps de manière minoritaire, où nous accompagnons des familles, des entrepreneurs dans la croissance de leur activité, afin vraiment de les faire changer de taille, de les faire changer de ligue. On était en Ligue 2, on passe en Ligue 1, afin de créer des champions plus internationaux pour les accompagner dans leur croissance notamment à l'export, que ce soit en France ou sur le territoire européen, de manière plus importante. Et enfin, la quatrième ligne métier que nous gérons, ce sont ce que nous appelons des fonds, des SICAV, des OPCVM, qu'ils soient monétaires ou qu'ils soient en capital, en investissement, en equity, où là, c'est l'ensemble de ces SICAV, de ces fonds, de cette ligne métier représente aujourd'hui 14% de nos actifs sous gestion. Et donc, encore une fois, à travers ce panel, qui est en fait un panel de solutions vis-à-vis des entreprises qui existent aujourd'hui. C'est vrai, ça nous permet vraiment d'être un lien entre finalement cette épargne qu'on évoquait en préambule, ces 70 000 milliards du marché mondial de la gestion d'actifs, et puis l'économie réelle, où ce pont vraiment nous permet justement d'alimenter cette économie réelle, nous, à travers ces investissements et notre capacité à aller générer de la performance, encore une fois, pour nos clients, qui est le gage de paix au final. Donc c'est vraiment ce qui est décrit aujourd'hui, page 15, si on reprend un peu l'ensemble de ces agrégats, vous voyez que ce soit sur l'environnement dit de dette privée, nous sommes vraiment à même justement d'avoir des financements sur mesure, et donc corrélativement à ça,
de pouvoir participer vraiment à la relance économique et au financement de l'économie réelle sur un certain nombre, tout en profitant, je dirais, d'un certain nombre de tendances, de créneaux très porteurs. On l'évoquait tout à l'heure, nous avons été un des premiers en Europe à lancer un fonds de capital investissement dans la transition énergétique en partenariat avec Total, fonds qui a une taille de un peu plus de 500 millions d'euros aujourd'hui, qui cible 1 milliard d'euros. Et ce fonds-là est vraiment à même de financer l'économie sur l'ensemble de ces sujets-là, encore une fois à travers notre plateforme multilocale qui nous permet d'avoir des antennes et de pouvoir sélectionner ces investissements. Quand vous parlez de participation minoritaire, ça peut aller jusqu'à combien? Alors, normalement, par définition, un minoritaire est inférieur à 50%, ce qui n'a pas le contrôle. Alors, notre manière d'appréhender l'investissement, le capital investissement de manière minoritaire, il est assez spécifique. C'est-à-dire que systématiquement, nous participons à la gouvernance, notamment nous avons 1 à 2 sièges au conseil d'administration, nous participons à l'ensemble des grandes orientations stratégiques, validation du budget, ou que ce soit des sujets de croissance externe. Et vraiment, nous sommes un acteur agissant vraiment aux côtés. C'est-à-dire que l'ensemble des entreprises que nous finançons, elles ont une certaine taille. Je repense à DRT. DRT est un leader du traitement de la résine de pain en France, qui était une société familiale dans le sud-ouest de la France, dans laquelle nous avons investi en 2013-2014. C'était une société qui, à l'époque, avait ce qu'on appelle un résultat d'exploitation de l'ordre d'un peu plus d'une dizaine de millions d'euros. Nous avons accompagné cette entreprise, nous l'avons accompagnée que ce soit de manière financière, en leur fournissant des moyens, mais également dans tout ce qu'ils ont pu faire, que ce soit en croissance externe, puisqu'ils ont racheté un certain nombre de leurs compétiteurs. Donc nous leur avons apporté cette expertise, nous leur avons apporté également l'accès à cette plateforme mondiale que représente le groupe Tikehau Capital, pour vraiment les aider dans la structuration, dans la croissance, également dans le management de cette entreprise, pour les faire grandir. Et c'est vraiment cette collaboration en tant que minoritaire qui est importante pour nous. Peut-être on va passer, on a décrit les classes d'actifs, mais donner quelques exemples et pourquoi on est dans certaines d'entre elles. Page 16, la dette privée. En quelques mots simplement, ce que l'on propose aux entreprises, ce sont des solutions de financement souvent complémentaires à celles des banques, ou pour des entreprises qui n'ont pas forcément accès à des financements bancaires comme ils l'auraient souhaité. Typiquement, les PME, les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, ont parfois du mal à trouver des financements de taille intermédiaire de 20, 30, 50 millions d'euros pour financer leur croissance. Ou alors elles n'ont pas forcément accès à des financements avec sur mesure, en tout cas, tels que nous sommes capables de leur proposer. Et donc, on va les voir pour proposer des solutions de financement complémentaires à celles des banques, avec des remboursements in fine, avec des durées peut-être plus longues que sont capables de proposer les banques. Un agrégat à avoir en tête, aux États-Unis, 80% des entreprises se financent hors du système bancaire. C'est l'inverse en Europe. Et la tendance est que les sociétés de gestion en dette privée, les sociétés de financement alternatifs prennent de la part de marché et les entreprises recherchent les solutions de financement que l'on est capable de leur proposer. Vous avez ici quelques exemples de sociétés que vous connaissez peut-être. Vous voyez que des sociétés françaises, espagnoles, norvégiennes, comme disait Henri, notre plateforme est globale, mais nous n'investissons qu'en Europe, à date. Peut-être sur l'immobilier, on en a parlé, mais l'idée de notre investissement immobilier, c'est qu'il y a plusieurs types de stratégies. On a fait des opérations avec des sociétés que vous connaissez, peut-être Elis, Monsieur Bricolage, où il s'agissait d'acquérir des actifs et de les louer à leurs anciens propriétaires, que sont ces enseignes ou ces entreprises. Même chose avec EDF, par exemple. Et un événement marquant pour l'histoire de Tikehau Capital a été l'acquisition de Sofidy, qui gère à peu près 6 milliards d'euros, qui a permis de renforcer notre plateforme immobilière et également de diversifier nos clients, puisque les fonds historiquement immobiliers de Tikehau Capital étaient accessibles à des clientèles institutionnelles, et que maintenant, avec Sofidy, on a accès à une clientèle particulière, ce qui est nouveau et ce qui est un axe de croissance et de développement que l'on souhaite mettre en avant dans d'autres métiers. Sofidy, je ne vais pas y revenir en détail, vous le connaissez peut-être, mais les SCPI, donc ce sont des véhicules d'investissement immobilier qui ont connu une forte croissance historiquement. Immorente, Henri en a parlé, une des plus grandes d'entre elles.
Mais un événement marquant, au-delà de la très forte collecte en 2019 que Sofidy a connue, ça a été aussi la mise en avant de notre foncière cotée qui s'appelle Selectirante, qui a réalisé une augmentation de capital d'un peu plus de 200 millions d'euros et qui, de fait, a doublé sa taille par cette augmentation de capital. Et donc, c'est très intéressant aussi pour nous d'avoir un véhicule coté à capital permanent qui permet en fait également de saisir des opportunités de croissance dans l'immobilier. En private equity, on a également donc la plateforme qu'Henri a décrite, composée de fonds de croissance, de capital croissance, un élément clé de la relance, avec plusieurs types de fonds. Un fonds généraliste qui s'appelle Tikehau Growth Equity numéro 2, qui en fait va répliquer ce que nous faisions historiquement avant 2018 en tant qu'investisseur en direct, mais aujourd'hui on le développe au travers d'un fonds, avec évidemment d'autres clients à nos côtés. Le fonds de transition énergétique également évoqué, qui s'appelle T2, lancé avec Total. On a également transféré dans un fonds des participations historiquement détenues par le bilan et réalisé une acquisition en 2018 dans le domaine de la cybersécurité, de l'aéronautique et de la défense, qui s'appelle ACE, qui est une brique complémentaire à notre savoir-faire en private equity. Et dernière classe d'actifs dans laquelle on est présent, Henri l'a évoqué, ce sont les Capital Market Strategies, c'est-à-dire des fonds aux OPCVM, obligataires et actions, auxquels d'ailleurs vous, en tant qu'investisseur particulier, au travers de vos contrats d'assurance vie, vous pouvez souscrire. Merci Louis. Le modèle économique maintenant ? Alors le modèle économique, c'est vrai que c'est important de comprendre, on l'évoquait en préambule, comment fonctionne Tikehau et par corollaire de ça, quels sont les revenus associés à nos métiers et comment est-ce qu'on génère de la performance pour l'actionnaire. Donc je suis page 22 de la présentation à l'écran. Donc nous avons aujourd'hui deux principales activités que nous distinguons. Donc la partie en bleu clair en haut de l'écran sont nos activités de gestion d'actifs. Donc c'est ce que j'évoquais précédemment, un marché en très forte croissance, nous-mêmes des actifs sous gestion qui nous sont confiés par nos clients en très forte croissance à travers notre plateforme internationale. Et donc le fait d'avoir ces actifs sous gestion en très forte croissance nous permet de générer des revenus associés, des commissions de gestion, des commissions de surperformance liées à la performance que nous délivrons à nos clients et donc des revenus en très forte croissance. Sur les 3 derniers exercices, nous avons une croissance qui est proche de 30% de notre chiffre d'affaires par an en lien justement avec ces actifs sous gestion en forte croissance. Donc ça, ce sont nos actifs, nos activités de gestion d'actifs. Nous avons une deuxième manière de générer de la performance à travers nos activités d'investissement. On l'évoquait précédemment, Tikehau Capital, plus de 3 milliards de fonds propres, un bilan important, donc avec le soutien de ses actionnaires, bilan d'ailleurs qui fait l'objet d'une notation par une agence financière, aujourd'hui Fitch, en tant qu'investment grade, donc un bilan important en termes de qualité. Donc ce bilan, aujourd'hui, il est investi. Nous avons plus de 2,4 milliards d'investissements, de participations financières qui sont portées par le bilan et qui génèrent donc de la performance pour la société et par conséquent pour les actionnaires. Ce qui est important de comprendre sur cette activité d'investissement, et ces fonds propres, c'est qu'à plus de 60%, le bilan aujourd'hui est investi dans les fonds que nous gérons. Donc, quand vous achetez une action Tikehau, donc en tant qu'investisseur dans Tikehau, vous avez donc accès à travers ce bilan à la performance qui est générée par l'ensemble de nos fonds. Aujourd'hui, j'évoquais ce bilan, ces 2,4 milliards, ils sont investis dans nos fonds de capital investissement, ils sont investis dans nos fonds de dette privée, ils sont investis dans nos fonds d'immobilier. Et tout ça, encore une fois, dans le cadre du principe d'alignement d'intérêts qu'on évoquait précédemment. Et donc, la performance de ces fonds se retrouve dans la performance du bilan et donc donne accès, je dirais, à travers le véhicule coté, donne accès à la performance de ces fonds. Je rappelle que ces fonds sont des fonds qui sont, les fonds que nous gérons sont des fonds fermés qui ont des durées de vie entre 5, 10, 15 ans et donc qui génèrent de la performance sur le long terme. Ce qui est important de comprendre, notamment à travers la longue durée de ces fonds, c'est que, et le fait qu'ils soient à plus de 80% fermés, c'est que nos activités de gestion d'actifs, donc notre capacité à générer du revenu, à générer des commissions de gestion est importante et que même lorsque les marchés peuvent avoir une très forte volatilité, comme nous l'avons vécu depuis quelques mois, nous ne sommes pas soumis à une décollecte, comme peuvent l'être les gestionnaires d'actifs traditionnels. Je
vais pas citer un certain nombre d'autres noms, mais vous avez aujourd'hui sur ce marché-là un certain nombre d'actifs, de gestionnaires d'actifs dits traditionnels qui peuvent voir leurs actifs sous gestion fondre de manière importante dans le cadre de retrait. Donc les gestionnaires d'actifs traditionnels qui gèrent les SICAV plus traditionnels, eux, peuvent être soumis à une très forte décollecte, ce qui n'est pas le cas, puisque plus de 80% des fonds que nous gérons sont des fonds fermés sur une durée de vie très longue. Donc c'est vraiment, je suis page 23 maintenant, une représentation de l'ensemble des trois piliers que j'évoquais précédemment. Donc vous retrouvez en haut de l'écran, en bleu clair et bleu foncé, les deux premiers piliers qui sont basés sur nos actifs sous gestion. Donc ces actifs sous gestion en forte croissance, corollaire de ça, des revenus des commissions de gestion en forte croissance elles-mêmes, donc en bleu clair à l'écran. Deuxième indicateur, les commissions de performance, donc liées à nos activités de gestion d'actifs. Notre modèle fait en sorte que dès lors que nous délivrons de la performance à nos clients, à nos investisseurs, nous avons des commissions, donc du chiffre d'affaires, du revenu additionnel qui est lié à la performance que nous délivrons à nos clients. C'est encore une fois dans le cadre d'un alignement d'intérêts important entre les clients et nous. Si nous délivrons des performances additionnelles, nous avons des revenus, du chiffre d'affaires additionnel qui est lié à cette performance. Et enfin, le troisième pilier de notre modèle, qui est en bleu clair à l'écran, qui est vraiment nos activités dites d'investissement, qu'on évoquait il y a un instant. Donc, c'est le portefeuille d'investissement de 2,4 milliards qui est porté par notre bilan, investi de manière majoritaire à plus de 60% dans nos fonds et qui permet de faire bénéficier le bilan de la performance de l'ensemble de ces investissements, notamment dans les fonds que nous gérons. Je vois que le temps passe et je voudrais vraiment qu'on ait le temps de répondre à vos questions. Donc je vais aborder les sujets de profitabilité évidemment et de résultats avant d'ouvrir la session de questions-réponses. Mais ce qui est important de garder en tête sur la page 24, au-delà des chiffres, c'est vraiment la tendance, c'est-à-dire que l'activité de gestion d'actifs est de plus en plus profitable. Nous avons construit, comme Henri l'a décrit tout à l'heure, une plateforme, ça a des coûts, et dans ce métier, il faut avoir l'infrastructure en place avant d'aller lever des fonds auprès des clients et donc déployer les fonds et générer de la performance. Donc on est à une phase de notre vie dans la gestion d'actifs où le levier opérationnel, c'est-à-dire la capacité à transformer le revenu en résultat, est de plus en plus important. C'est ce que traduit cette diapositive. Sur la partie gauche, vous voyez l'évolution des revenus rapportés à l'évolution des coûts pour l'activité de gestion d'actifs. Et sur la droite, vous avez ce que cela donne en termes de taux de marge, de taux de profitabilité. Et donc, elle continue, cette marge opérationnelle, à croître. Vous remarquerez simplement qu'en 2015, on n'était pas encore rentable sur cette activité. Donc, il a fallu construire cette plateforme. Aujourd'hui, on tire les fruits de cette croissance. Sur la partie investissement, donc si vous voulez visuellement, c'était le rond gris en bas de la slide commenté par Henri, en bas de cette diapositive. Donc ces revenus du portefeuille sont de deux natures. D'abord les versements de dividendes des sociétés dans lesquelles nous sommes investis, les distributions que nos fonds réalisent et que nous touchons en tant qu'investisseurs dans nos fonds. Donc vous avez cette partie orange qui est en croissance, et la partie bleue qui est l'évolution de la valorisation des actifs en portefeuille, qui sont de diverses natures, et je vais y revenir. Mais vous regarderez sur la partie droite de cette diapositive 25, que les fonds tickets au capital sont la première source de revenus de notre portefeuille. Et c'est bien le sens de notre modèle et de l'évolution du modèle, d'avoir une plus grande part de nos revenus qui proviennent de nos fonds, avec de fait une prévisibilité plus forte. Et donc ce portefeuille qui génère ces revenus, c'est une photographie du portefeuille à fin décembre 2019 qu'on vous propose de regarder, page 26. Vous voyez, comme le disait Henri, qu'il est exposé à plus de 60% à nos fonds, et ça va continuer à croître. On a donné un objectif qui est d'être entre 65% et 75% exposé à nos fonds d'ici 2022. Donc on veut continuer à exposer le portefeuille aux fonds et à vous donner, vous, actionnaires de la société, de fait un accès à la performance des fonds privés. Et également, on a des investissements directs qui restent. Pour partie, il s'agit d'investissements, je dirais, fruits de l'histoire et de notre histoire au travers notamment de Salvepar. Donc, nous avons toujours des participations de private equity portées par le bilan. On a été très actifs en 2019 pour continuer à mettre en œuvre la rotation de notre portefeuille, et nous avons cédé certaines de ces participations. Et également quelques participations cotées au bilan, les plus importantes d'entre elles étant les participations dans Euraseo et DWS, qui est la filiale de Deutsche Bank, impliquée dans la gestion d'actifs. Et donc voilà, ce portefeuille aujourd'hui est de plus en plus orienté vers nos propres fonds.
Merci Louis. Peut-être en synthèse, revenir sur la diapositive 27 qui résume un certain nombre d'éléments importants du groupe relatifs, je dirais, à notre stratégie et à notre ADN. Tout d'abord, Tikehau Capital est un acteur engagé dans le financement durable de l'économie réelle. Nous accompagnons des entreprises, nous contribuons à diriger l'épargne vers le financement des PME et nous sommes donc, je dirais à cet égard, un peu l'opposé de ce que pourrait être un fonds spéculatif. Enfin, sur le marché sur lequel nous sommes positionnés, nous l'évoquions précédemment, mais nous sommes positionnés sur un marché qui est porteur, celui de la gestion d'actifs alternatifs. Je l'évoquais tout à l'heure, le marché mondial de la gestion d'actifs se décompose d'environ 80 000 milliards d'euros d'encours. Et au sein de ce marché en croissance, donc les intentions d'allocation des investisseurs vont de manière prioritaire vers les actifs alternatifs. Enfin, au sein de notre modèle économique, vraiment, au sein de notre ADN, l'alignement d'intérêts entre l'actionnaire qui aujourd'hui contrôle l'ensemble du management, donc plus de 65 associés, et le premier actionnaire du groupe, avec 44% de contrôle, qui investit ses propres fonds, qui investit le bilan dans les fonds. Donc c'est vraiment un alignement d'intérêts à tous les niveaux entre les actionnaires, le management et les clients. Troisième élément à retenir, c'est vraiment la contribution également des activités de gestion d'actifs, notre résultat d'exploitation, cette contribution au résultat du groupe qui ne cesse de progresser, qui a atteint quasiment plus de 58 millions d'euros au titre de l'exercice 2019. Enfin, notre portefeuille d'investissement, on l'évoquait il y a un instant, et notamment sa diversité, avec une part croissante investie dans les fonds qui sont gérés par le groupe et qui sert également de base à la croissance de notre gestion d'actifs. Et peut-être tout dernier élément, j'évoquerai, c'est notre bilan, nos 3 milliards de fonds propres, notre trésorerie importante, la solidité de ce bilan à travers donc, ces fonds propres importants que sont vraiment la confiance de l'ensemble de nos actionnaires historiques et également cette structure bilancielle qui a été reconnue par la notation de l'agence Fitch en 2019 à travers une notation investment grade. Vous avez évoqué tout à l'heure un objectif de 35 milliards d'euros d'actifs sous gestion en croissance organique. Quels sont les autres objectifs pour 2022 ? Alors, le deuxième objectif que nous avons donné, c'est donc il est associé à la profitabilité de nos métiers de gestion d'actifs. Donc, c'est un élément important. La profitabilité de nos métiers de gestion d'actifs, elle a été multipliée par 3 entre 2018 et 2019. Nous étions à 20 millions d'euros au titre de l'exercice 2018. Nous sommes à 58,5 millions d'euros au titre de l'exercice 2019. Nous souhaitons atteindre à horizon 2020 plus de 100 millions d'euros 2022, pardon, plus de 100 millions d'euros de résultats d'exploitation liés à ces métiers de la gestion d'actifs. Donc c'est vraiment le deuxième objectif à horizon 2022 qui est le corollaire des 35 milliards d'actifs sous gestion. Peut-être deux autres objectifs qu'on s'est fixés. Donc je l'ai dit, la répartition du portefeuille d'investissement entre 65 et 75% au sein de nos fonds. Et dernier objectif, c'est que l'argent que nous investissons dans nos fonds doit générer en normatif 10 à 15% de rendement en base normative, c'est-à-dire à horizon au-delà de 2022. Dernière peut-être diapositive, le parcours boursier de Tikehau Capital en page 29, plutôt bon depuis le début de l'année, dans un environnement de bourse que je ne vais pas commenter, que vous connaissez par cœur, mais je pense que les atouts qu'Henri a mis en avant sont de plus en plus reconnus par les investisseurs, notamment le fait d'avoir un bilan solide, d'avoir des fonds propres importants, d'avoir la capacité à saisir des opportunités de croissance externe, positionne Tikehau de manière solide pour naviguer le cycle actuel et les performances boursières depuis le début de l'année semblent l'indiquer. Et dernière diapositive qui vous concerne au premier chef, c'est-à-dire page 30, comment est-ce que nous envisageons de venir à votre rencontre en tant qu'actionnaire. Nous avons multiplié les opportunités d'interaction avec vous au travers de réunions d'information. On en a organisé un certain nombre avec Aldo et la F2IC en 2019, on en a organisé 4. Alors malheureusement, au premier semestre, on avait aussi prévu d'en organiser, mais les circonstances ont fait que nous avons préféré faire un événement virtuel, et je pense que vous le comprendrez. Nous avons essayé de nous rattraper sur la fin de l'année. Nous avons fait les rencontres patrimoniales du particulier pour la deuxième année de suite l'année dernière, le salon actionnariat, nous envisageons également de revenir cette année, et l'Investir Day, qui est une nouvelle initiative l'année dernière organisée par le journal Investir et à laquelle nous avons également participé. Donc nous sommes partants pour continuer le dialogue, et l'exercice auquel nous nous sommes livrés aujourd'hui rentre dans cette logique.
Maintenant, on sera ravi de prendre les questions qui ont été posées via le chat. Eh bien, il y en a un certain nombre et je vais commencer par une toute simple. Alors, un actionnaire veut savoir pourquoi vous vous appelez Tikehau Capital et il veut savoir quel est le but de cette présentation. Est-ce que c'est pour inciter les particuliers à investir dans vos fonds? Je pose la question parce que c'est important de bien connaître les structures de votre clientèle. Ou si c'est pour inciter les particuliers à investir dans l'action Tikehau. Alors, sur votre première question, Tikehau est le nom d'une île, d'un atoll plus précisément en Polynésie. Dans l'archipel des Tuamotu. Voilà, tout à fait. Et il se trouve que l'un de nos cofondateurs, Antoine Flammarion, avait, à l'époque où il a créé Tikehau, sa femme qui était originaire de cet atoll, d'où le nom de Tikehau Capital qui a été retenu. Alors, votre deuxième question est très intéressante puisque aujourd'hui, Tikehau Capital, nous sommes une société cotée depuis 2017. Et donc, il est possible d'acheter l'action de Tikehau et de bénéficier de la performance de l'action et de la performance de Tikehau en tant que société. Le corollaire de ça, c'est qu'effectivement, notre métier, nous gérons des fonds. Historiquement, les fonds que nous gérons étaient plutôt à destination des institutionnels. Des institutionnels que peuvent être des compagnies d'assurance, que peuvent être des grandes familles, et notamment pour plusieurs raisons, parce que une grande majorité des fonds que nous gérons sont des fonds qui sont dits fermés sur une grande durée. C'est-à-dire que vous vous engagez à investir un montant. Généralement, le montant minimum sur nos fonds hors SCPI sont de l'ordre de 5 à 10 millions d'euros, et vous êtes engagé sur une durée qui est de 8, 10, 15 ans. Donc, sur ces fonds-là, en tant qu'investisseur, vous n'avez par conséquent pas de liquidité. Donc, historiquement, nous étions très institutionnels. Depuis le rachat de Sofidy en 2018, nous adressons à travers nos fonds, les fonds de Sofidy et notamment les SCPI, nous adressons une clientèle plus particulière, plus retail, mais qui est également un axe de développement important pour le groupe dans le cadre de son développement depuis l'IPO. Néanmoins, à travers ce qu'on présente aujourd'hui et à travers Tikehau Capital, et donc le métier de la structure, donc gestion d'actifs, qu'on vous a présenté, notamment à travers les trois piliers, je dirais qu'en investissant dans l'action Tikehau, vous avez le meilleur des mondes, puisque vous avez accès à tous les revenus qui sont associés et aux bénéfices, je dirais aux résultats d'exploitation. On l'évoquait il y a un instant, les 100 millions d'euros à horizon 2022. Donc vous bénéficiez de ces moteurs-là importants, croissance des actifs sous gestion, croissance des revenus associés et donc performance des métiers de la gestion d'actifs. Mais en investissant dans l'action Tikehau, vous avez également accès à la performance de l'ensemble des fonds que nous gérons, puisque le bilan, plus de 2,4 milliards, est investi majoritairement dans l'ensemble des fonds. Donc ça vous donne, à travers une action, qui est un instrument, je dirais, liquide, ça vous donne accès à la performance de fonds qui sont, eux, plutôt illiquides. Alors justement, une actionnaire aimerait savoir s'il y a beaucoup de sociétés de votre type qui sont cotées. Alors, vous avez en France 2 gestionnaires d'actifs cotés. Vous avez Amundi, Tikehau Capital. L'un est un gestionnaire d'actifs dit traditionnel, puisqu'il gère des SICAV, des OPCVM, monétaires ou encore equity, donc qui sont des fonds et il peut y avoir une forte collecte, une forte décollecte en fonction des conditions de marché. Nous, comme on a essayé de vous le présenter aujourd'hui, nous sommes un gestionnaire d'actifs dit alternatif, où nous intervenons plus sur les marchés privés, que sont, on l'évoquait, l'immobilier, le capital investissement et la dette privée. Donc, en France, 2 gestionnaires d'actifs, un seul qui est dit alternatif, Tikehau Capital. Au niveau européen, vous avez 4 acteurs comme le nôtre. Vous avez un en Angleterre, un en Suisse et un dans les pays nordiques. C'est un modèle qui est beaucoup plus développé aux États-Unis, avec des grands noms tels que Blackstone, tels que KKR ou Apollo, qui sont des grands fonds pluriclasses d'actifs, qui ont des histoires beaucoup plus longues par rapport aux nôtres. En tout cas, c'est un business model, c'est un type d'entreprise qui s'est beaucoup plus développé dans le monde anglo-saxon. Et clairement, une de nos ambitions, c'est de devenir un des leaders européens sur la gestion d'actifs dits alternatifs. D'accord. Alors, justement, société de gestion d'un côté, capital d'investissement de l'autre. Est-ce qu'il y a des synergies entre les deux? Ou est-ce que ce sont 2 univers complètement séparés? Alors, aujourd'hui, ce bilan, donc la structure Tikehau Capital, qui est la structure cotée, elle a son bilan. On l'a évoqué avec ses agrégats, ses fonds propres. Et donc, elle a les retours qui sont associés à ce bilan.
Et sous le bilan, nous avons donc un certain nombre de filiales qui sont des sociétés de gestion qui opèrent dans un environnement régulé. Tikehau IM en France, Sofidy, très prochainement une nouvelle société de gestion dont nous faisons l'acquisition aux États-Unis dans les métiers de l'infrastructure. Nous avons annoncé plus récemment dans le cadre de nos résultats. Et donc, il y a effectivement un certain nombre d'éléments clés entre ce qui peut se passer au niveau du bilan et ce qui peut se passer dans les sociétés de gestion. Les sociétés de gestion, elles gèrent des actifs pour compte de tiers. Le bilan, lui, il investit majoritairement dans les fonds afin d'avoir accès aux retours liés à la performance de nos fonds pour l'actionnaire. Donc oui, la réponse à cette question est oui. D'accord. Alors, vous l'avez indiqué en fin de parcours, je l'avais même dit dans mon propos liminaire que le parcours boursier de Tikehau était plutôt positif depuis le début de l'année. Or, quand même, vous intervenez, en particulier dans l'immobilier, mais aussi les sociétés dans lesquelles vous investissez, vous intervenez dans des domaines qui sont directement affectés par la crise économique que nous traversons. Est-ce que les objectifs que vous nous avez indiqués à 2022 ce matin sont les mêmes que ceux que vous aviez il y a 3 mois ou il y a 6 mois? Les objectifs à horizon 2022 que nous avons donnés au marché sont des horizons que nous avons donnés au mois de mars 2019. Donc, qui sont des objectifs moyen terme, qui sont donc il y a un peu plus d'1 an. Oui, tout à fait. Qui sont des objectifs moyen terme, qui sont soutenus à la fois par des tendances de marché que nous avons évoquées aujourd'hui et également par le développement du groupe, par le développement de la marque Tikehau, qui aujourd'hui dans l'univers de l'investissement, dans l'univers des institutionnels, est de plus en plus établi et notamment lié en lien avec la performance que nous générons. Aujourd'hui, nous n'avons pas de raison de remettre en cause ces objectifs moyen terme à horizon 2022. Il est vrai que nous traversons depuis maintenant 3-4 mois une crise sanitaire importante qui est en train de se terminer, qui s'est transformée avec une crise économique et probablement une crise financière. Et donc cette crise économique et financière ont un certain nombre d'effets qui vont affecter dans une certaine mesure très probablement la performance de nos fonds que nous gérons, puisque un certain nombre d'entreprises pourront subir des difficultés. Mais nous sommes, là encore une fois, un investisseur responsable. Nous accompagnons l'ensemble des entreprises et nous sommes là pour les soutenir dans le cadre de la croissance. Donc ça, c'est plus particulièrement par rapport au portefeuille tel que nous l'avons en entrée de crise. Maintenant, le deuxième élément qui est important par rapport à ça, c'est qu'il faut avoir en tête que au moment de l'entrée de crise, février-mars, nous terminions une année 2019 qui était pour nous une année record en termes de collecte. On évoquait un agrégat, un indicateur financier important qui est nos actifs sous gestion. Cet actif sous gestion, il est le corollaire de notre capacité à collecter, à attirer les investisseurs. Au titre de l'exercice 2019, nous avons eu une collecte de 4,6 milliards d'euros. Nous avons énormément collecté auprès de nos clients. Et donc, nous nous sommes retrouvés en entrée de crise, au niveau de nos fonds, avec une position d'investisseurs importante. Nous avions, au moment de l'entrée de crise à fin décembre, nous avions 5,2 milliards de ce qu'on appelle de la poudre sèche, c'est-à-dire les moyens qui sont à disposition de l'ensemble de nos fonds, dans les différentes classes d'actifs, afin d'investir et afin de générer de la performance. Donc ça, c'est important parce que... Des liquidités disponibles. Des liquidités disponibles dans l'ensemble des fonds que nous gérons. Donc ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que ces liquidités disponibles, ces 5,2 milliards au niveau de nos fonds, ils sont là non seulement d'abord pour soutenir les entreprises que nous avons en portefeuille, que ce soit en immobilier, que ce soit en capital investissement ou en dette, mais ils sont également là pour être déployés, puisque notre métier, je le rappelle, c'est de collecter et ensuite c'est d'investir. Donc l'argent qui dort ne rapporte pas. Voilà. Donc nous sommes entrés dans la crise, que ce soit au niveau des fonds que nous gérons, avec des ressources importantes. Et donc ces ressources... Donc, je dirais que le moment de vie de l'ensemble de nos fonds, il y a un moment où nous sommes plutôt en phase d'investissement. Nous ne sommes pas certains de nos concurrents ou d'une société pourraient entrer en entrée de crise après avoir totalement investi l'ensemble de leurs moyens et se retrouver avec peu de moyens disponibles. Ce n'est pas du tout notre cas. Nous sommes rentrés dans la crise au niveau de nos fonds, je l'évoquais, avec 5,2 milliards d'argent que nous avions collecté auprès de nos clients, donc il nous faut investir. Et donc, ça nous positionne plutôt dans un environnement où nous sommes à même de saisir des opportunités. Et donc, nous pensons être capables, à travers ça, justement, d'entrer dans un cycle, notamment de valorisation qui sera moins élevé. De manière quand même importante, les années 2017, 2018, 2019
nous avions vu, nous, sur l'ensemble des classes d'actifs où nous opérons, une hausse importante des niveaux de valorisation. Et ça, sous l'effet notamment des politiques monétaires importantes. Et donc, probablement, ce qu'on est en train de voir, c'est que la crise sanitaire, économique et financière qui se déroule depuis plusieurs mois est en train de corriger un certain nombre de niveaux de valorisation et donc nous permet d'avoir des points d'entrée plus attractifs sur les classes d'actifs que nous gérons et donc de générer de la performance pour nos investisseurs. C'est avant tout ce qui fait la croissance de notre business. C'est vraiment, aujourd'hui, j'ai évoqué les deux piliers, c'est de connecter auprès des investisseurs et de générer de la performance. Donc, cette capacité de générer de la performance, de générer des performances importantes pour nos investisseurs, c'est ce qui constitue le socle de notre croissance de demain, de notre collecte. Alors, justement, sur ce sujet-là, un actionnaire aimerait avoir plus de précisions sur les zones géographiques dans lesquelles et les secteurs dans lesquels vous investissez. Tout à l'heure, vous avez partiellement répondu à la question en disant que vous investissiez exclusivement en Europe. On voit aujourd'hui que les marchés américains sont revenus à leur niveau de pré-crise, malgré le ralentissement de l'activité. En Europe, on n'en est pas là. Est-ce que, mais il y a eu quand même un fort rebond depuis le creux de la mi-mars. Est-ce que vous ne considérez pas que c'est peut-être, est-ce que c'est le moment d'investir ou est-ce que vous considérez qu'il faut peut-être un petit peu attendre? Alors, je distinguerais vraiment deux sujets qui nous semblent différents. D'un côté, les marchés financiers, donc les bourses, qu'elles soient européennes ou qu'elles soient au niveau du continent nord-américain, et puis les marchés sur lesquels nous investissons nous. Je l'évoquais, notre plateforme d'investissement, elle est pan-européenne. Et sur la plus grande majorité de nos actifs sous gestion, donc la dette privée, l'immobilier et le capital investissement, nous investissons dans des actifs qui ne sont pas cotés, par définition, d'où le fait que ce soit un gestionnaire d'actifs alternatifs. Donc, ce que nous constatons depuis le début de la crise, c'est probablement un ralentissement très fort de l'ensemble des transactions sur ces classes d'actifs, avec un certain attentisme, puisque la crise sanitaire, économique et financière que nous voyons va très probablement avoir des répercussions, on le pense en tout cas, sur les valorisations de ces classes d'actifs. Donc nous, en tant qu'investisseurs sur l'ensemble de ces classes d'actifs, nous sommes plutôt, depuis 3 mois, nous avons diminué fortement le niveau de nos investissements, étant plutôt attentistes. Nous avons su saisir un certain nombre d'opportunités, mais nous pensons qu'il va y avoir une correction sur probablement un certain nombre d'actifs dits privés. Maintenant, s'agissant des marchés financiers eux-mêmes, vous l'avez évoqué, que ce soit aux États-Unis et en Europe, il y a eu un certain rebond. Ce rebond nous semble être aujourd'hui, nous, plutôt décorrélé de ce qu'on peut voir dans l'économie réelle. Oui, ce qu'on appelle un rebond technique. Voilà. Donc après ça, je pense qu'aujourd'hui, les marchés financiers, eux, et il y a vraiment une dispersion importante. Il y a vraiment des acteurs qui se sont très bien portés. Il y a des grands gagnants au sein de cette crise et d'autres secteurs qui sont très perdants de cette crise. Notre comportement boursier, probablement depuis le début de la crise, je pense que l'ensemble des atouts que nous avions en tant que société de gestion, donc notamment le fait que 80% de nos actifs sous gestion sont gérés dans des fonds dits fermés, avec une durée de vie très longue, est un actif qui a été reconnu par les investisseurs et une force importante. Les gens se sont dit, ah oui, effectivement, les actifs sous gestion ne peuvent pas disparaître, ils sont là. Donc ça, c'est une force de notre business model. Nos fonds propres importants également ont peut-être été des éléments clés qui ont fait et qui ont aidé à soutenir l'évolution de notre cours de bourse. J'ajouterais peut-être juste un point, mais l'évolution du portefeuille d'investissement vers nos fonds, c'est vraiment constitutif de notre stratégie. On l'a évoqué tout à l'heure, on a aujourd'hui 60% du portefeuille qui est orienté vers nos fonds et qui est, comme disait Henri, nettement moins volatile. Donc pour nos clients, pour nos actionnaires, plus on est exposé à nos fonds, moins on est exposé à de la volatilité. Maintenant, il reste environ 500 millions d'euros de positions cotées sur notre portefeuille. Et manifestement, les calculs sont faciles à faire sur les positions. Donc, si les marchés baissent, ça a un impact sur les positions cotées du portefeuille. Ça, tout le monde peut l'anticiper. Mais en dépit de ça, je veux dire, le parcours boursier montre bien que le marché souhaite nous voir de plus en plus nous exposer à nos fonds et donner aux investisseurs accès à des marchés privés pour lesquels, en fait, un investisseur en action dans lequel il ne peut pas investir en direct. Alors, on a parlé tout à l'heure
les objectifs à 2022, un actionnaire aimerait savoir si vous avez informé le marché depuis mars sur vos objectifs 2020. Alors, nous avons annoncé nos résultats annuels mi-mars. Nous avons, fin mai, fait une actualisation d'un certain nombre d'indicateurs financiers, notamment nos actifs sous gestion, un peu plus de 25,4 milliards d'euros à fin mars. S'agissant de notre performance au titre de 2020, nous ne donnons pas de manière annuelle d'objectifs. Nous avons cet objectif moyen terme à horizon 2022, mais nous n'avons pas d'actualisation, enfin, nous n'avons pas de guidance en tant que telle sur nos indicateurs financiers au titre de 2020, qui seront, encore une fois, si on reprend l'ensemble de ces indicateurs financiers, c'est la profitabilité de nos métiers de gestion d'actifs, qui ont été multipliés par 3 l'an dernier, avec une cible à un horizon 2022 à plus de 100 millions d'euros. Donc, je pense que nous serons sur cette trajectoire en progression. Et puis ensuite, nos activités d'investissement qui seront, elles, impactées de par l'environnement macroéconomique, de par les valorisations que nous avons connues dans le marché actuel. D'accord, mais que vous allez d'une certaine manière compenser en poursuivant cette politique active d'investissement sur des actifs peut-être meilleur marché aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques mois. Le bilan a su saisir un certain nombre d'opportunités d'investissement, mais majoritairement, encore une fois, le bilan, il est là plutôt pour se déployer dans nos fonds et donc avec des rendements qui seront plus sur le long terme que sur le court terme. D'accord. Et peut-être juste sur ce point, il faut aussi, sur des métiers dans des fonds qui ont des durées de vie de 10 ans, on est investisseur de long terme, c'est que l'analyse trimestrielle d'une performance peut être trompeuse. Que ce soit sur la collecte ou même sur l'investissement, puisque la collecte, c'est des discussions qu'on a avec des clients sur le long terme. Est-ce que ça se fait avant le 31 mars, avant le 30 juin? C'est des contingences matérielles qui font que les effets de trimestrialisation peuvent être trompeurs. Donc à nous aussi de garder le cap et de piloter l'entreprise pour délivrer les objectifs long terme. C'est pas forcément linéaire, trimestre après trimestre, année après année. Exactement, comme un investissement en bourse traditionnel. Exactement. Voilà. On va peut-être terminer là-dessus. Juste une petite question, toujours sur le déploiement géographique. Pourquoi l'Europe seulement? Je pense que nous sommes avant tout un acteur français, créé en 2004. Et nous étions à l'origine un acteur français. Je pense qu'il est important d'abord d'être fort sur son marché d'origine pour pouvoir ensuite connaître une croissance à l'export. Donc clairement, c'est ce qu'a fait Tikehau, avec une forte croissance en France, un acteur important, reconnu. Ensuite, où nous sommes allés sur les marchés européens, aujourd'hui avec des marchés à très fort succès, que ce soit la Belgique, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Espagne. Nous sommes un acteur reconnu. J'évoquerai juste 2 exemples, mais fin d'année dernière, nous avons fait un partenariat avec Fideuram, qui est la banque privée de Intesa San Paolo en Italie. Nous leur avons créé un fonds dédié pour leur clientèle particulière, où nous avons levé plus de 400 millions d'euros en quelques mois dans un fonds fermé, avec une durée de vie de 10 ans. Donc, très forte reconnaissance en Italie des performances de Tikehau. Et puis, plus récemment, on a fait un partenariat également avec Banca March, qui est un leader en Espagne de la banque privée, où là aussi, on leur a fait un fonds qui va dupliquer les performances de notre fonds dans la transition énergétique. Donc, on s'est très fortement développé en Europe sur les dernières années. Si vous regardez sur les 3 dernières années, la proportion de nos clients non français, elle est passée de 15% à 32% fin 2019. Donc on a doublé notre exposition à des clients étrangers sur les 3 dernières années. Donc cette croissance, elle s'est faite, ces relais de croissance, notamment à l'international. On l'a fait en Asie, avec la Corée, où nous avons ouvert il y a plus de 4 ans. On l'a fait au Japon, où nous avons ouvert il y a un peu plus d'1 an, avec un partenariat stratégique avec un des plus gros assureurs japonais qui s'appelle TNB. Et elle se fait depuis un peu moins de 2 ans maintenant aux États-Unis, où l'un de nos 2 cofondateurs, Mathieu Chabran, s'est installé, développe la plateforme, développe la marque avec un positionnement important. Et là aussi, l'acquisition d'une nouvelle société de gestion présente dans les infrastructures que nous avons annoncé et mi-mai va nous aider justement à positionner la marque aux États-Unis et à récupérer des clients nord-américains, puisque Star America, qui est le nom de la société de gestion dans les métiers de l'infrastructure, aujourd'hui a plus de 70% de ses clients qui sont des fonds américains, avec une grosse notoriété, qui vont devenir nos clients et auxquels nous allons pouvoir échanger pour ensuite essayer de leur vendre nos autres stratégies sur nos autres lignes métiers.
Très bien, bah, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les deux et à vous remercier tous de nous avoir suivis. Je vais juste faire une petite précision et vous me corrigerez si je me trompe, mais une actionnaire veut savoir si vous êtes éligible au PEA-PME. Non, mais en revanche, vous êtes éligible au PEA. Exact, éligible au PEA, tout à fait. Voilà, merci à tous et puis à bientôt. Merci à vous, merci pour votre écoute. À très bientôt. Merci à tous.